Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça va extraordinairement bien, Cécile de Ménibus. Vous savez que j'ai une idée marketing, là, comme on est chez Lidl. Moi, cette odeur de la campagne, des vaches, etc., je pense qu'il faudrait lancer, si Lidl avait l'idée, un désodorisant odeur de la campagne. Parce que moi, cette odeur de vache, de mouton, je mettrais ça dans mon salon avec grand plaisir quand j'ai la nostalgie de la campagne. Mais je vous en prie. Non mais en plus c'est vrai qu'on adore cette odeur quand on est rentré dans le hall session, on s'est dit là on est dans la campagne. 30, le grand débat du jour. La France exporte son blé et son vin, mais elle importe de plus en plus de poulets, de poissons ou de fruits. Selon la profession, la moitié du poulet consommé en France serait d'importation, principalement fournir la restauration, les cantines, l'industrie alimentaire. Pourtant, la loi Egalim impose à la restauration collective moins de 50% dits durables et de qualité. Alors parlons vrai, est-ce que le bien manger doit s'apprendre dès l'école, en particulier à la cantine? Est-ce que ce ne serait pas une opportunité pour développer une production locale et de qualité? Est-ce que, plus qu'un projet alimentaire, ce ne serait pas plutôt un projet de société? On vous pose cette question et vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300. Faut-il imposer aux cantines et restaurations collectives des circuits courts pour la qualité alimentaire? Et vous dites oui avec un score brejnevien de 94%. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Le président de la République pensait rassurer les agriculteurs quant à leurs revenus en promettant des prix planchers samedi. Loin de faire l'unanimité dans les allées du salon de l'agriculture, l'idée suscite questions et mise en garde. Si la Confédération paysanne se réjouit de cette annonce, la FNSEA se montre plutôt sceptique, mon cher Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que les prix planchers peuvent fonctionner dans une économie ouverte? Est-ce que les prix planchers sont un système soviétique, comme l'a dit le patron de la FNSEA et une membre du gouvernement ce matin? Parlons vrai, quelles seront les solutions autres que les prix planchers? Et à cette question, les prix planchers sont-ils une illusion? Vous dites oui avec un score un tout petit peu moins brejnevien puisqu'il est à 92% au lieu de 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 20h en direct du Salon de l'Agriculture chez Lidl. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, comme d'habitude, les vraies voix du jour, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe, merci. Bonsoir ma chère Cécile. Quel bonheur. C'est un bonheur à tout point de vue intellectuel et matériel. J'ai commencé à abuser des excellents produits de Lidl. Alors, pour que vous sachiez tout, il a déjà dégusté un coq au vin entier, non. Une charlotte aux framboises pour 8 personnes, et là, il est en train d'attaquer le plateau de fromage. Arrêtez-le. Jean-Baptiste Moreau est avec nous, conseiller municipal de Montaigu-le-Blanc et ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui. Moi, c'est mon 28e salon et je suis là depuis samedi, donc ça commence à tirer sérieux. J'ai cru que c'est votre 28e coq au vin de la journée, je m'inquiétais un peu. Non, ça c'est le nombre de bières. Olivier d'Artigol est avec nous. Bonjour Olivier d'Artigol. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir au Basco Béarnais. Il y a eu un concours, la jeune bergère qui a primé. Elle est béarnaise, je vous en parlerai. Monsieur. Et notre invité, dont nous sommes l'invité, Michel Biarraud avec nous. Bonsoir. On est ravis de l'accueillir. Bonsoir tout le monde. De Lidl. Merci d'être avec nous, c'est cool. Mais non, merci à vous. Moi, je suis tellement fier, tellement heureux de vous recevoir sur notre stand. Donc, c'est moi qui suis très très heureux. Merci. Alors, vous bougez pas, hein, puisque vous nous laissez des messages. Et beaucoup d'auditeurs nous laissent des messages, bien entendu. Dans un instant, Olivier Dordogne sera avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Olivier, de quoi parle-t-on avec vous? Alors des non, on n'a pas de... Oui, allô? Oui, on vous entend. Oui, Olivier. Oui, alors des groupes de restauration industrielle participent au financement de projets dans des collèges. Eh ben, on en parle dans un instant. Vous bougez pas en attendant tout de suite le répondeur. 0826 300 300. Bonjour, je me
m'appelle Jean-Louis, j'appelle d'Arles. Il y a un élément qui me choque depuis toujours dans l'Europe, c'est comment se fait-il qu'on a pu envisager que tous ces gens aient le sentiment d'appartenir à une communauté en parlant des langues différentes. Il me semble que la première chose à mettre en place eût été le choix d'une langue commune à apprendre dans toutes les écoles. Comment voulez-vous qu'un Français se sente solidaire d'un Hongrois dont il ne comprend pas un traître mot ? Ça me paraît être la base de ce qui fait qu'aux États-Unis ça marche et chez nous ça ne marchera pas. Bonne soirée. Alors Jean-Louis de Arles nous dit « Comment voulez-vous qu'on soit européen si personne ne parle la même langue ? Est-ce qu'il faudrait une langue commune, Philippe Bilger ?» Alors c'est très intéressant ce que vient de dire l'auditeur, mais je me permets de lui opposer par exemple une pensée du général de Gaulle qui parlait de la culture européenne en ne parlant pas que de la langue, hein, bien sûr. Il indiquait pour que les grands écrivains de chaque pays soient réellement dans l'esprit européen, il faut qu'ils soient eux-mêmes profondément nationaux. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu la réponse à notre auditeur. Et puis la réponse... Jean-Baptiste Moreau. Et puis la Suisse, c'est un pays tout petit qui parle 4 langues, mais qui n'est pas fondamentalement malheureux, non ? Moi, je pense que le mieux, c'est d'essayer d'apprendre la langue des autres. D'ailleurs, ça permet de se mettre un peu dans l'esprit aussi des autres nations, plutôt qu'une seule langue. À mon avis, c'est assez illusoire de penser qu'on y arrivera un jour. Voilà, et c'est mieux. Ça serait mieux que les Français soient meilleurs en langue. Effectivement, ça, pour le coup, je suis d'accord, parce que... Mais les autres aussi, hein. Bah, les autres, honnêtement, moi, pour aller pas mal en Allemagne, en Belgique, je peux vous dire qu'ils sont déjà largement polyglottes, alors que nous, les Français, et moi, sans doute le premier, on est un peu feignants sur la question, quand même. On va tester. Est-ce qu'on est polyglotte chez Lidl, Michel Biron ? Écoutez, moi, je suis alsacien, donc moi, c'est facile. Je suis né avec l'allemand. J'ai même pas eu besoin de l'apprendre à l'école. Ma grand-mère me parlait qu'en allemand. Donc, et aujourd'hui encore, je parle alsacien avec mes parents. Vous avez un Alsacien avec vous, en plus. Évidemment, on est les meilleurs. Alors. Ça, c'est sûr. Mais ça, je le dis depuis longtemps, oui. Olivier d'Artigol. Le basco-béarnais va pas être d'accord. Je pense qu'on doit tous se mettre au gascon et au béarnais. Ça permettra de développer notre sens des langues. Non, mais c'est vrai, le pluralisme linguistique dans notre République est quelque chose d'important par ailleurs. Mais je suis d'accord, notre niveau en langue étrangère est quand même assez médiocre. J'ai un exemple à côté de moi. Allez, on retourne en Dordogne avec Olivier. Olivier, vous dites que votre fille est dans un collège et la nourriture est de piètre qualité, c'est ça ? À la cantine. Alors c'est ça, la nourriture est de piètre qualité. Alors qu'un grand groupe participe au financement, si c'était du mécénat, aucun problème. Mais le problème où le bas blesse, c'est qu'en échange, le groupe demande des contrats et livre la nourriture au collège sur plusieurs années, et des nourritures complètement abjectes, alors qu'on est en plein cœur de la race limousine, il y a des produits frais, il y a tout, et c'est tout simplement c'est un gros coup de gueule. Ah bah justement, est-ce que c'est pas dès l'école qu'on devrait apprendre aux enfants ce que c'est que le bien manger, la culture gastronomique française, la choucroute alsacienne, la galette saucisse de Bretagne, enfin on va pas faire tout le tour de France. Non, faisons simple. Juste déjà faire la différence entre un brocoli et un chou-fleur, ça serait déjà pas mal, je pense. Donc moi je suis pour l'éducation, d'amener de l'éducation alimentaire dans les écoles, je pense que c'est nécessaire. Jean-Baptiste Moreau qui est agriculteur aussi. Oui, et j'étais avec Sarah El Haïry tout à l'heure, qui est secrétaire d'État à la jeunesse et à l'enfance, qui justement a rencontré, notamment sur le temps de l'interprofession des fruits et légumes, un certain nombre de professionnels qui sont en demande justement de ces cours d'alimentation. On avait commencé à travailler avec Jean-Michel Blanquer, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, non, pas tout à fait quand même, mais on avait commencé... 50 ans, oui. Non, mais avec Jean-Michel, on avait fait des rencontres sur le salon d'agriculture, justement dans l'optique d'essayer de mettre en place des cours de cuisine éventuellement, ou au moins des cours d'apprentissage de l'alimentation et de la cuisine, pourquoi pas, au collège. Et je pense que ça serait on ne peut plus nécessaire, aussi au niveau économique d'ailleurs, pour apprendre à cuisiner, et ce qui coûte globalement moins cher que d'acheter des plats ultra transformés. Allez, le mot de la fin, Olivier d'Artigol. Vous savez que malheureusement certains élèves arrivent à l'école, même en primaire, le ventre vide, avec des situations sociales des fois catastrophiques. Et c'est vrai que le fait que l'école puisse éduquer au goût, au bon manger, au repas équilibré est quelque chose de très important. On va en parler dans quelques minutes avec la ministre Catherine Vautrin sera avec nous, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Dans un instant, le réquisitoire du distributeur. Michel Biron, on parle de quoi avec vous dans un instant ?
Comment reconnecter la jeunesse avec le monde agricole? Allez, bougez pas. On a plein de choses à dire. Quel beau programme. En direct de Lidl au Salon de l'Agriculture. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. On est en direct du Salon de l'Agriculture et surtout en direct de chez Lidl. Et on est ravis d'être là sur la mezzanine. On déguste des produits magnifiques. On en parlera bien entendu avec nous ce soir. Philippe Bilger est avec nous. Jean-Baptiste Moreau, conseiller municipal de Montaigu-le-Blanc et ancien député Olivier d'Artigol. Et bien entendu Michel Biérot, président de Lidl France. Et vous, au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix, vos 3 mots. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Les 3 mots, c'est Parlement et puis Parlement, figurez-vous, avec le Sénat qui débat en ce moment même d'une éventuelle entrée de l'IVG dans la Constitution, du Parlement européen qui accueillait aujourd'hui la veuve d'Alexeï Navalny. Il a aussi rejeté la visite obligatoire pour garder le permis de conduire. Donc en 3 mots, évidemment, ça donne 3 fois Parlement. On en parle dans un instant. En attendant, ça n'est pas le réquisitoire du procureur, mais le réquisitoire du distributeur. Même si le jungle dit autre chose. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Et Michel Biérot, le réquisitoire du distributeur. On parle de quoi ce soir avec vous? On parle de justement comment reconnecter les jeunes avec l'agriculture. Comment reconnecter la jeunesse avec le monde agricole? Alors, moi je suis distributeur, je suis ni agriculteur, je suis fils de choucroutière. Ma maman avait une choucrouterie en Alsace, mais c'est très compliqué parce que quel jeune aujourd'hui a envie de reprendre une exploitation qui perd de l'argent, parce que ses parents perdent de l'argent, et qui en plus faut qu'il bosse tous les jours, 7 sur 7 et pas de vacances. Donc ouais, c'est très compliqué, il y a un vrai débat là-dessus, et nous en tout cas à notre petit niveau, on essaye de les soutenir. Moi j'ai rencontré, j'étais sur une exploitation en fait qui se servait du service de remplacement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui connaissent ce service. C'est rattaché à l'État, c'est rattaché aux jeunes agriculteurs. Et en fait, c'est une espèce d'intérim pour le monde agricole. Donc ils ont besoin de gens qu'ils forment et donc ils vont remplacer pour des congés mat, pour une agricultrice qui part en maternité, pour des vacances ou juste un week-end. Mais ces gens-là, ils ont besoin de moyens pour former toutes les personnes qui voudraient travailler pour eux. Et donc on finance une partie, on est à 10 000 jours de congés qu'on offre aux agriculteurs depuis maintenant 4 ans et on va continuer. Donc c'est un exemple, mais après il y a, j'imagine Jean-Baptiste Moreau, agriculteur, lui, il a beaucoup plus d'idées que moi, mais oui, il faut vraiment s'engager. Il faut s'engager parce que le renouvellement des générations, c'est une catastrophe. Il y a 50% des exploitations qui, dans 10 ans, sont à la retraite. C'est l'une des raisons importantes, de dire que finalement, on travaille 24 heures sur 24 sans jamais se reposer. C'est aussi l'une des envies de changement des Bien agriculteurs. Évidemment. Oui, non, mais il y a clairement plusieurs problématiques pour que demain, les fils et filles d'agriculteurs qui reprendront les exploitations, ça suffira pas à maintenir le potentiel de production de l'agriculture française. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on est obligé d'attirer des gens qui viennent en dehors du monde agricole. Et c'est vrai que les discours fatalistes qui expliquent que les agriculteurs sont les plus malheureux, que tout va toujours mal, ça va pas inciter beaucoup de jeunes gens hors cadre agricole à venir s'installer ou même à venir travailler, parce que non seulement il manque de gens pour reprendre des exploitations, mais il manque aussi beaucoup d'ouvriers agricoles. Il y a beaucoup d'exploitations qui cherchent des ouvriers justement pour pouvoir un peu souffler, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir prendre des week-ends et qui ne les trouvent pas parce qu'il y a un manque de vocation. Donc il y a un volet économique, il y a un volet attractivité. C'est complexe, c'est pas en claquant des doigts qu'on va le résoudre, mais il faut vraiment y travailler sur l'organisation du travail, sur tout ça, parce que sinon on va aller rapidement dans le mur. Comme le disait Michel, la moitié des exploitations agricoles au niveau français et au niveau européen, la moitié des exploitants prennent leur retraite dans les 10 ans. On peut perdre 25 ou 30% des exploitations encore d'ici 10 ans. Olivier d'Artigol, c'est pas incroyable de parler des congés des agriculteurs 88 ans après le Front Populaire? Oui, bien sûr. Et les congés payés, c'était 2 semaines en 36. Bien sûr. Mais la proposition est intéressante, c'est-à-dire de développer cet intérim pour permettre justement à des exploitants, à leurs compagnes, à leurs familles, de pouvoir souffler. Mais je fais une autre proposition complémentaire. On ne valorise pas assez dans notre pays l'enseignement agricole,
qui est un enseignement de très grande qualité implanté dans nos territoires, dans nos départements, avec des filières, des métiers d'excellence. Et je crois qu'on devrait davantage parler d'eux. Moi, j'ai eu la chance à Montardon, à Pau, de pouvoir enseigner une partie de ma carrière avant dans ces établissements, et c'est vraiment de grande qualité. Philippe Bilger. Mon grand-père paternel était paysan et depuis des années je viens au salon de l'agriculture, pas toujours dans des conditions aussi confortables, mais il est évident que quand j'entends à quel point la vie de l'agriculteur est difficile, parfois même douloureuse, qu'elle rencontre des épreuves, moi j'ai envie de dire à quel point c'est un formidable métier, exaltant et libre. On insiste naturellement sur tout ce qui est pénible, mais c'est formidable d'être agriculteur. Merci, allez, vous restez avec nous tout de suite. Félix Mathieu est avec nous pour les 3 mots dans l'actu. Bonsoir. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont Parlement, Parlement, Parlement. Le Parlement français où les sénateurs débattent en ce moment même de l'entrée de l'IVG dans la Constitution, mesure déjà adoptée par les députés. Le Parlement européen devant lequel la veuve d'Alexeï Navalny a qualifié Vladimir Poutine de chef de gang. Les obsèques de l'opposant russe se tiendront vendredi à Moscou. Le Parlement européen qui, sur un tout autre registre, vient de rejeter aujourd'hui l'idée d'une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour le permis de conduire. Les vraies voix Sud Radio. Le suspense est réel au Sénat en ce moment même. La Chambre haute se prononce sur une éventuelle entrée dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Mesure portée par le gouvernement, soutenue par la gauche, déjà votée à l'Assemblée nationale. Sauf que la droite sénatoriale est beaucoup plus réticente. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a donc pris la parole il y a 3 quarts d'heure environ pour tenter de rallier les sénateurs hésitants. J'entends qu'un certain nombre d'entre vous ne souhaite pas importer des débats d'outre-Atlantique, mais nul besoin d'aller si loin. Les exemples polonais ou hongrois en Europe devraient suffire à vous convaincre. Je rappelle qu'alors que l'extrême droite était au pouvoir, il y a de cela encore quelques mois, les Polonaises ne pouvaient avorter qu'en cas de viol, d'inceste ou quand leur vie était en danger. En Hongrie, les femmes qui souhaitent avorter sont forcées d'écouter au préalable les battements de cœur du fœtus qu'elles portent. Le garde des Sceaux a ensuite évoqué l'exemple de la chaîne française de télévision CNews qui avant-hier comparait le nombre d'avortements au nombre de morts du cancer ou du tabac. Il a aussi répondu au président du Sénat qui craignait de voir la Constitution devenir, je cite, un catalogue de droits sociaux. Éric Dupond-Moretti lui rappelle que le préambule de 1946 notamment a consacré un certain nombre de grands droits sociaux. On devrait donc savoir ce soir, même d'une minute à l'autre, ça pourrait arriver si le Sénat rejette ou adopte cette constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Et on passe au Parlement européen pour vos mots suivants. La veuve d'Alexeï Navalny était à Strasbourg tout à l'heure. Dear Yulia, thank you for your readiness to speak in this chamber to the world. Merci, chère Yulia, de venir parler ici dans ces circonstances si douloureuses. Les mots de bienvenue de la présidente du Parlement européen à Yulia Navalnaya. Moins de 2 semaines après la mort de son époux, la veuve du dissident n'a pas mâché ses mots contre le président russe. Vous n'avez pas affaire à un politicien, mais à un mafieux sanguinaire. Poutine est le chef d'un gang criminel organisé. Cela inclut les empoisonneurs et les assassins, mais ce ne sont que des marionnettes. L'assassinat public a montré une fois de plus à tout le monde que Poutine est capable de tout et qu'on ne peut pas négocier avec lui. Le corps d'Alexeï Navalny a finalement été rendu samedi à sa mère. On apprend aujourd'hui que ses obsèques se tiendront vendredi à Moscou. Sa veuve d'ailleurs dit aussi craindre des arrestations en marge de cette cérémonie, de ses obsèques. Le pouvoir russe voulait justement éviter de trop grands rassemblements à cette occasion. Un mot sur Navalny, Philippe Bilger. C'est une tragédie, c'est sans doute un crime et sa veuve est extraordinaire. Jean-Baptiste Moreau. Oui, j'ai vu aussi que durant la prise de parole de la veuve d'Alexeï Navalny, le seul qui n'avait pas applaudi, a priori, c'est Jordan Bardella quand elle a traité Poutine de criminel et qu'il avait derrière lui une équipe de criminels. C'est assez révélateur de la vérité et de la façon dont se comporte le Front National. Et voilà, c'est assez révélateur, j'ai trouvé. Les images étaient assez marquantes.
Troisième mot, Parlement. Le Parlement européen qui votait aussi sur un sujet beaucoup plus prosaïque. Il a rejeté la visite médicale obligatoire pour le permis de conduire. Oui, les eurodéputés votaient sur une directive qui aurait rendu obligatoire une visite médicale tous les 15 ans pour pouvoir conserver son permis de conduire. Mesure portée par la commission des transports. Cela a fait beaucoup parler. Ça aurait consisté notamment à tester sa vue ou son ouïe pour vérifier qu'on pouvait toujours conduire. Mesure finalement rejetée à 323 voix contre 270. La droite s'est mobilisée contre. À la place, les députés européens adoptent le principe d'une sorte d'auto-évaluation par le conducteur. Auto-évaluation de ses propres aptitudes quand il renouvellera son permis format carte. De son côté, celle qui portait cette mesure rejetée, l'écologiste française Karima Delli, la présidente de la commission des transports, dénonce, je cite, un manque cruel de courage politique. Olivier d'Artigol, s'auto-évaluer, c'est sympa. Non, j'étais favorable à cette proposition. Bien sûr, il y avait des questions de financement assez... c'était assez lourd, mais il fallait après le construire. Mais ça me semblait être une proposition de bon sens que de proposer à partir d'un certain âge cette évaluation, bien sûr. Philippe Bilger. Et le comble, c'est qu'il retombe précisément dans les raisons qui rendaient obligatoire l'évaluation physique, puisque personne ne peut juger. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans un instant, le grand débat du jour, le circuit court est devenu un enjeu majeur dans la restauration collective poussée par la loi Egalim de 2018. Il suscite des attentes et des interrogations, Philippe. Oui, et parlons vrai. Faut-il imposer aux cantines et à la restauration collective des circuits courts pour la qualité alimentaire? Est-ce que le bien manger, ça doit s'apprendre dès l'école, en particulier à la cantine? Est-ce que ce ne serait pas une opportunité pour développer la production locale et de qualité? Et à cette question, faut-il imposer aux cantines et restaurations collectives des circuits courts pour la qualité alimentaire? Vous dites oui à 95%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et on en parlera avec Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Olivier d'Artigol est avec nous, Jean-Baptiste Moreau et Philippe Bilger. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. On est en direct du Salon de l'Agriculture. Nous sommes chez Lidl. Vous savez, Sud Radio est la radio des territoires. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a une fête de territoire, de ruralité, on est là, bien entendu, avec Philippe David. Ça va, mon Philippe David? Ça va très bien. Vous êtes content, vous? Ah ben, on a plein de choses à déguster oui. pour la pub. On a du bœuf, de la saucisse de Morteau, du saucisson, du jambon. La Morteau est excellente. Oui, écoutez, on est très heureux. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous. Ça va être un peu dur de manger et de penser en même temps. Oui, c'est vrai. Je sais que pour un garçon, c'est pas facile. Jean-Baptiste Moreau est avec nous, conseiller municipal de Montaigu-le-Blanc et ancien député. Ça va, mon Jean-Baptiste? Vous êtes heureux? Oui, moi ça va, vous savez, ouais. C'est le 28e salon, un peu de fatigue quand même au bout d'autant de quelques jours où les nuits sont courtes, les journées sont longues, et les apéros aussi sont assez longs. C'est assez long, l'abus d'alcool est dangereux bien entendu pour la santé. Olivier d'Artigol, c'est pas pour vous que je dis ça. Hein. J'ai assisté à la rencontre de Philippe David avec la saucisse de Morteau, âme sensible s'abstenir, ne regardez pas la vidéo. Il y en a plus, c'est tout le monde. C'est pas vrai, il en reste 2 morceaux. Allez, dans un instant, Catherine Vautrin sera avec nous, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. On vous souhaite la bienvenue tout de suite. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut réfléchir vraiment à avoir une cuisine raisonnée, de qualité, qui soit en circuit court. Dans la restauration collective aujourd'hui, dans les cantines scolaires, 80% de la viande est importée. Est-ce normal? Privilégier une logique locale, uniquement en fait. On sent quand même un essor à manger local, des produits de qualité, des circuits courts. Quand nous avons des filières d'excellence, quand nous avons des éleveurs en France qui font un boulot remarquable. Ça valorise vraiment notre travail parce que quand on a des bons retours, on est vraiment satisfait de notre production, quoi. Et la France exporte son blé et son vin, mais elle importe de plus en plus de poulets, de poissons, de fruits. Selon la profession, la moitié du poulet consommé en France serait d'importation, principalement pour fournir la restauration, les cantines et l'industrie alimentaire. Pourtant, la loi Egalim impose aux restaurations collectives au moins 50% de produits dits durables et de qualité, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que le bien manger, ça doit s'apprendre dès l'école, en particulier à la cantine? Est-ce que ce serait pas une opportunité pour développer la production locale et de qualité? Est-ce que plus qu'un projet alimentaire, ce n'est pas un projet de société? Et à cette question, faut-il imposer aux cantines et restaurations collectives des circuits courts pour la qualité alimentaire?
vous dites oui à 95%. Sur cette position des cantines et des restaurations collectives, entre autres Philippe Bilger, est-ce que nous, en tant qu'agriculteurs ou agriculture française, c'est pas la moindre des choses que ce qu'on mange, en tout cas dans nos cantines, vienne de chez nous? Sûrement, Cécile. Et si vous me permettez, compte tenu de ma trop longue expérience, je me rappelle quand j'étais jeune, ça n'était pas un problème qui me préoccupait. Je mangeais, j'avais faim, je ne triais pas, je ne discriminais pas, et peu à peu j'ai vu l'importance que le bien manger a pris dans notre société. Et c'est évident que moi-même, et pour les jeunes et les plus petits, la manière de les faire manger est capitale pour une perception de société qui a du goût dans tous les sens du terme. Jean-Baptiste Moreau, vous qui êtes agriculteur dans la Creuse, éleveur bovin, je ne sais pas, vous fournissiez la cantine du lycée de Guéret ou du collège de la Souterraine en viande de bœuf par exemple, ou alors ils allaient l'acheter au Brésil ou on ne sait pas où? Non, au Brésil je pense pas, mais non, ils allaient effectivement ils passent beaucoup par des grossistes ou des gens qui sont assez spécialisés là-dessus. Et nous, quand on a été élus avec l'équipe municipale et la maire Ludivine Châtenay à la mairie, c'est justement avec l'ambition, parce que pendant longtemps, c'était le restaurant de la commune qui faisait la nourriture pour justement la cantine. C'est-à-dire qu'il achetait lui en local et il faisait en plus de son restaurant les plateaux repas pour la cantine. Voilà, le jour où il a fermé, du coup, on est passé par un opérateur et la qualité des produits s'est nettement dégradée, beaucoup plus de gaspillage, une alimentation de pas bonne qualité, effectivement, avec des produits importés. Et donc, nous, on est en train de relancer ce bar-restaurant pour justement fournir notamment les 35 repas du RPI, c'est-à-dire du regroupement pédagogique et de l'école du village, parce qu'on trouve que c'est important qu'à la fois, ce soit des produits locaux et quelqu'un en local qui cuisine vraiment et pas des trucs qui arrivent surgelés et qu'on met dans le micro-ondes. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis j'ai été rapporteur d'Egalim, donc c'est moi qui ai mis dans la loi l'objectif des 50%, donc 20% de produits bio, 50% de local, parce que on parle de local, mais c'est déjà local et sous signe officiel de qualité, parce que c'est pas tout que ce soit du local. D'abord, c'est pas possible partout. Oui. Mais par exemple, c'est sûr que du local à Paris Centre, ça va être compliqué. Figurez-vous que le plus bel exemple que j'ai trouvé justement de cantine nourrie avec des produits de qualité en direct du producteur, c'est Paris 5e arrondissement, au pied du Panthéon, parfaitement. Et il y a une maire qui est hyper dynamique, mais qui vient de temps en temps, je crois, sur Sud Radio, Florence Berthaud, qui vient chez Valérie Expert, et voilà, tout à fait, Florence, qui fait venir en direct des agriculteurs l'alimentation pour l'ensemble des cantines de ces écoles de son arrondissement. Et de façon très simple, et elle fait des équilibres matières, c'est-à-dire que tous les gamins de toutes les écoles mangent pas des steaks le même jour. Il y en a qui mangent des steaks, il y en a qui mangent du pot-au-feu parce qu'il faut placer tous les morceaux de la bête, et pour pas plus cher, elle fait du direct, et pourtant elle est à Paris 5. Donc voilà, même à Paris 5 c'est possible. Olivier d'Artigol à Pau, ça doit être encore plus possible, puisque des agriculteurs dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et les Hautes-Pyrénées, les départements limitrophes, le Gers, ça manque pas, et heureusement, et on les aime. Oui, cela est déjà réalisé avec la cuisine communautaire de Pau et de l'ensemble de son agglomération. Dans énormément de territoires, on trouve ces collectivités territoriales avec les éleveurs, les transformateurs qui arrivent justement à tenir l'objectif que vous avez donné. Mais vous avez vu 95%. Maintenant, les consommateurs vont être très attentifs à deux choses. Le prix, bien évidemment, avec les questions de pouvoir d'achat, et la provenance. Et le résultat, le sondage réalisé par Sud Radio à l'instant montre bien qu'il y a une prise de conscience extraordinaire dans notre pays, et c'est une bonne nouvelle. On a un commentaire très sympathique de Jackie Bordage, qu'on salue, qui est un fidèle. Oui, et faire aimer les légumes dès la maternelle, ainsi que les bonnes sauces sur de la viande française, c'est quand même joli. Si à faire déguster par exemple, pas dégoûter, des sauces aux enfants, ce serait de l'éducation à la gastronomie, vous pensez pas? Oui, à la bonne bouffe. Complètement, mais déjà, c'est la base, effectivement. L'éducation à la cuisine et à la gastronomie, c'est important, mais c'est vrai que si on leur donne n'importe quoi à bouffer le midi, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils apprennent à apprécier tout et à goûter tout, parce que c'est vrai que on dit souvent les enfants aiment pas les légumes, mais surtout ils aiment pas les légumes effectivement à l'eau, mal cuisinés, bouillis, trop. Enfin, nous non plus on n'aime pas d'ailleurs. Hein. Donc il faut les habituer à manger tout, mais pour ça il faut leur faire une alimentation de qualité, parce qu'effectivement, si c'est pour leur faire une alimentation diversifiée et qu'il y ait les 2 tiers de l'assiette qui reste dans l'assiette, enfin qui restent et qu'on
fois la poubelle à la fin, c'est pas une avance. Et moi, c'est le constat qu'on a fait, nous, quand on est passé du resto du coin qui fait à manger à, je vais pas les citer parce que, voilà, je leur veux pas de mal spécialement, mais une grande enseigne spécialisée dans la fourniture à la restauration collective, vous avez eu les poubelles qui étaient 2 fois ou 3 fois plus pleines qu'avant, quoi. Enfin, c'était très net. Mais c'est un peu ce que disait Michel Béraud tout à l'heure, c'est reconnecter les enfants à l'agriculture et au rythme de l'agriculture. Effectivement, les enfants, et notamment dans les villes, mais pas seulement, même dans les campagnes, qui n'ont plus de connexion au monde agricole, ne savent plus ce que c'est que, effectivement, un fruit de saison. Ils pensent qu'ils peuvent manger des tomates toute l'année, des fraises toute l'année, des cerises toute l'année. Non, enfin, il y a un cycle de vie, il faut le respecter. Mais avouons quelque chose, on parlait avant des métiers de l'agriculture et des travailleurs de la terre au moment du salon de l'agriculture. Le monde agricole était frappé d'une certaine forme d'invisibilité, hormis ce rendez-vous. Dans cette crise agricole très grave qui porte sur des enjeux existentiels, la chose positive, c'est qu'on parle de ces métiers, de la passion, de leur formation, de la manière dont tout ça s'organise et dont tout ça peut avoir un avenir dans notre pays. C'est la chose positive des dernières semaines. Et avec un élément très fort qui est valable pour toutes les professions fondamentales, c'est que la considération, il y a quelque chose qui a pesé sur l'agriculture, et les agriculteurs et les paysans, c'est une forme de mépris finalement, comme si c'était une activité inférieure alors qu'elle est fondamentale à notre humanité. Alors c'est important aussi de dire que nous on a fait une émission sur l'emploi hier avec l'enseignement agricole, de dire qu'il manquait finalement 30% de jeunes aujourd'hui dans les écoles, dans les enseignements, dans l'enseignement agricole, et de dire que si ces 30% ne sont pas résorbés d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'ils ne pourront plus nous nourrir, Jean-Baptiste Moreau. Oui, mais on est déjà pas du tout autosuffisant sur un certain nombre de productions. On importe déjà 20% de notre viande bovine, on importe quasiment la moitié de nos fruits et légumes, on importe quasiment la moitié de nos volailles en restauration hors foyer, donc notamment dans les cantines. Dans les cantines, c'est principalement dans les cantines et la restauration collective et dans beaucoup de restaurants. La plupart du temps, c'est Ukraine, Brésil, ça vient pas de France ni même d'Europe. Donc on a aujourd'hui déjà la notion de souveraineté alimentaire qui est dans l'intitulé du ministère. On l'a déjà plus, la souveraineté alimentaire, sur bien des produits. Il y a quelques produits où on le garde encore. Le lait, mais le lait, j'ai discuté hier avec la directrice de l'interprofession du lait. En 2027, si les courbes continuent comme ça, on importera du lait, on sera plus autosuffisant en lait non plus. Enfin, on y va. C'est un problème de santé publique aussi. Bah oui, c'est un problème de santé publique parce que, et puis en plus, voilà, le lait qu'on va importer, je sais pas d'Irlande, de Nouvelle-Zélande, même peut-être. On parle d'importer de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande. Oui, la poudre de lait, du lait entier certainement pas, mais du lait on va l'importer de nos voisins parce qu'on peut pas le transporter sur des très grandes distances, mais même, enfin, je veux dire, on ne contrôlera plus le mode de production. Et puis imaginez des tensions internationales entre des pays où un retour du Covid, où on est incapable demain, on arrête les échanges mondiaux, comme on fait. Si on n'est plus capable de nous nourrir nous-mêmes, ça va devenir très inquiétant. Mais une question, comment on en est arrivé là? Il y a 30 ans, la France, elle nourrissait l'Europe. Et elle a toujours été autosuffisante exportatrice. Ça doit dater des Mérovingiens ou des Carolingiens. Donc ça fait quand même un certain temps. Comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là par la décroissance agricole, par le fait que les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur métier et que donc on ne donne plus envie aux jeunes générations de reprendre. Ils voient leurs parents misérer toute leur vie et donc ils disent moi je vais faire autre chose, je vais aller voir ailleurs pour trouver un job et je vais faire autre chose. Et puis par le fait qu'on a effectivement laissé partir les exploitations, elles se sont toujours plus agrandies, sauf que l'agrandissement ça a une limite. Au bout il y a le travail humain, il peut pas faire plus que ce qu'il peut. Quand vous avez 100 vélages par homme, vous pouvez pas aller au-delà parce qu'après vous avez trop de pertes et vous vivez encore moins de votre métier. Donc voilà, tout ça explique aussi cela. Et on a glorifié les métiers intellectuels, on a décrédibilisé les métiers manuels comme les métiers de l'agriculture. Enfin, c'était la honte quand vous aviez votre enfant qui allait en lycée agricole, c'était vraiment parce qu'il pouvait rien faire d'autre, quoi. Enfin, c'est dans la tête des parents, c'est encore sévèrement ancré cette réalité-là. C'est très touché par des slogans lors des mobilisations. L'agriculture, on en a rêvé. Aujourd'hui, on est en train d'en crever. La répartition de la valeur ajoutée, la manière dont Egalim a essayé d'apporter une réponse, notamment Egalim 2, sur ce sujet-là, est quand même quelque chose qu'on doit prendre en très grande considération. Pouvoir vivre dignement
de son travail, qu'il y ait un revenu paysan. Et cette crise-là, elle a plombé très durement les perspectives et le renouvellement générationnel des dernières années. Ce qui est important de dire, David, Jean-Baptiste Moreau, ce qui est important de dire aussi, c'est que l'agriculture aujourd'hui, en général, et l'enseignement, il y a des métiers très techno, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les métiers d'avant. Aujourd'hui, il y a une technologie, l'intelligence artificielle, ça veut dire que tout ce que font les générations des jeunes générations, c'est ils sont hyper précurseurs. L'agriculteur, c'est le chef d'entreprise. Avant, on disait dans les années 50 que celui qui restait agriculteur dans les enfants, c'est celui qui avait le moins de capacité, qui pouvait pas faire autre chose. Aujourd'hui, ça peut plus être le cas. Aujourd'hui, il doit être gestionnaire. On a un travail sur la compétitivité des exploitations agricoles et ça va demander des vrais chefs d'entreprise avec une vraie vision, une vraie capacité d'adaptation, qui sachent lire un résultat comptable, qui sachent lire un compte de résultat et un bilan et qui sachent adapter leur exploitation aux changements qui viennent. On a avec le changement climatique un certain nombre de modifications qui vont devoir être faites sur les assolements, sur les cultures qui vont pouvoir être faites. On a besoin de gens hautement diplômés. Puis les ordinateurs aujourd'hui dans les tracteurs, vous avez des GPS, vous avez des réglages hyper fins sur les pulvérisateurs. Il y a des drones, effectivement. Il y aura sans doute de la robotique aussi. Il y a déjà certains robots, on en voit un peu dans les allées du salon de l'agriculture aujourd'hui. On a un certain nombre de robots qui sont capables de désherber de façon ciblée. Ça va être de plus en plus technique. C'est évident. Donc c'est plus le bonnet de la famille qui va devoir être agriculteur, mais bien celui qui réussit le plus à l'école. Mais on parle souvent en France des lois qui sont votées mais qui ne sont jamais appliquées. Je vais prendre un exemple. Quand on voit la loi Egalim, on doit connaître dans un restaurant ou dans une restauration collective l'origine des viandes. Je vous promets une chose, on se le disait ce midi à la cantine, il n'y a pas la provenance des viandes marquée. Et j'étais dans un restaurant le week-end dernier, absolument aucune provenance de la viande. J'ai même demandé d'où venait la viande au restaurateur. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de faire une nouvelle loi Egalim, faire déjà appliquer les précédentes ? Jean-Baptiste Moreau, ça c'est tout le débat. C'est quand même un débat fondamental. Non, mais c'est un débat fondamental et c'est ce que je ne cesse de dire et de rabâcher. Les députés devraient, et moi j'ai été 5 ans et j'ai été parmi ceux-là, il faut qu'on arrête de nous faire voter des lois à la chaîne les unes derrière les autres et qu'on prenne du temps pour aller vérifier l'application sur le terrain. Mais ça on le fait pas. Il faut qu'on ait les moyens et le temps matériel d'aller voir les collectivités locales, d'aller voir les administrations locales, vérifier l'application des lois parce que on vote des lois au kilomètre, on n'arrête pas, on est à Paris du lundi soir au jeudi soir quand on est député. On ne fait que ça. Je crois que c'était sur le dernier quinquennat, si je me trompe pas, c'était un texte de loi tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup. Non mais ça fait 180 par an. Mais c'est débile. Enfin, c'est des rythmes débiles et on ne vérifie jamais l'application de la loi et la façon dont elle est appliquée. Parfois, elle est appliquée différemment de la façon dont elle a été écrite. Et surtout l'impact. Donc c'est le rôle du député et ça le fera faire du terrain et ça lui fera du bien. Jean-Baptiste, si vous le permettez, est-ce que l'un des problèmes de la loi à l'égard de l'agriculture, c'est que le monde agricole est d'une infinie diversité. Il y a des petits, il y a des gros agriculteurs. Est-ce que ça n'est pas un vrai problème, cela ? Oui, certes, ça on peut pas traiter toutes les productions et tous les agriculteurs de la même façon. Les problématiques sont pas forcément les mêmes. Effectivement, quand vous êtes céréalier dans la Brie ou dans la Beauce, ou quand vous êtes éleveur en Creuse ou en Lozère. Donc évidemment que les problématiques et les lois ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde. Ça c'est certain. Après, il y a des grandes directions, il y a des grandes orientations qui peuvent être choisies. Le problème, c'est qu'on n'a pas choisi pendant de nombreuses années entre savoir si on voulait une agriculture qui produit, c'est-à-dire productive, c'est pas un gros mot, ou une agriculture juste qui entretient des paysages, voilà. Et là aujourd'hui, il va falloir choisir parce qu'on est au pied du mur sur la souveraineté, sur notre capacité à nourrir notre population. Donc si on continue à vouloir avoir des jardiniers du territoire, on va avoir des jardiniers du territoire, on aura peut-être des paysages beaux et encore pas tous parce que vu le non-renouvellement, il y a un certain nombre de terres qui vont partir à la friche, mais on n'aura plus de capacité à nourrir notre population. Et ça, on y est, c'est pas le futur, c'est maintenant. Il y a l'application de la loi et aussi le contournement de la loi. Avec, par exemple, la création des centrales d'achat européennes. Et la grande distribution est spécialiste pour contourner une loi 15 jours après qu'elle ait été édictée. Ils ont des bardés de juristes. Alors c'est pas parce qu'on est sur le stand Lidl que je le dis, mais la grande distribution est assez forte dans le contournement de la loi systématique. Ouais. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite de ce programme magnifique en direct de Lidl. On est au salon de l'agriculture. Alors ça mange, ça boit. Voilà, c'est de l'eau, de l'eau. Il n'y a plus de morteaux. Ce n'est pas vrai. Non, Olivier d'Artigol, il faut dire il n'y a plus de morteaux. Je dis ça, je ne dis rien.
Il n'a pas été le seul. Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et là, le ton devrait changer. Là, il faut manger avant qu'il se jette tout au visage. C'est ça. On fait une petite pause. À tout de suite. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix s'exportent au Salon de l'Agriculture et sur le stand magnifique de Lidl. Je vous invite à venir chez Lidl, à venir nous rencontrer, à venir déguster, à venir faire vos courses. Vous pouvez faire vos courses, bien entendu. Michel Biérot, le président de Lidl France, sera avec nous dans quelques instants. En attendant, ce jeu dont les États-Unis rêvent. Ouais, Philippe David. Vous voulez déjà le titre en anglais? Oui. Who said who said what? Ah, voilà. Eh bien, le who said what, c'est les vraies voix. Le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. En fait, c'est le jeu qui a 12 noms différents. Oui. On s'adapte, bien entendu. Allez, c'est une question, messieurs, à 3 points. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit sur l'Ukraine? Oui, je suis favorable à des troupes au sol. C'est pas facile à dire. Ça va coûter des sacrifices. Emmanuel Macron. Non. Qui a dit un ministre de la guerre? Un ancien ministre des Affaires étrangères. Je vous dis... Le Drian? Non, un sac de riz. Kouchner. Non, Jean-Baptiste a été un poil plus rapide. Je perds à chaque fois, donc c'est bien si je gagne. Et ben voilà, 3 points pour Jean-Baptiste. Allez, qui c'est qui l'a dit? Encore une question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Notre soutien aux Ukrainiens est potentiellement sans limite. Macron. Non. Non, pardon. Non. Non. Le mec. Non. Attendez. La transition. Séjourné. Non, je l'ai. Péchu. Je l'avais, Péchu. Non. Philippe Bilger sur le fil. Faites pas attention, madame. Allez-y, Philippe, allez-y. Qui c'est qui l'a dit? C'est une question à 3 points. Qui c'est qui l'a répondu à Mathilde Panot sur les grèves pendant les Jeux Olympiques? Une trêve sociale olympique? Je la souhaite. Ce n'est pas un homme politique. Estanguet. Bonne réponse. Ah bah en plus il est des Paris Atlantiques comme vous. Ouais, c'est de la triche. Ah mais c'est la seule question à laquelle je peux répondre. Allez, qui c'est qui l'a dit? C'est encore une question à 3 points, les amis. Qui c'est qui l'a dit? Je ne crois pas un seul instant que les ouvriers, les salariés, les syndicats mettront en péril l'image de la France aux yeux du monde entier en faisant la grève pendant les JO. Estanguet. Non. Non. Je vous aide, c'est un ministre. Ministre. C'est pas Castéra? Non. Attal. Non. Oudéa? Non. Beloubet. Non. Ah bah réfléchissez, les grèves. Les grèves... Vautrin. Non. Non, les grèves... c'est Beaune? Non. Mais non, il n'y est plus. Il y est plus, bah oui. C'est Roussel, comme il fait tout le temps. C'est son remplaçant. Eh ben écoutez, c'était Patrice Vergrit, le ministre des Transports. Qui le connaît? Bah écoutez, 0 point. On continue. Qui c'est qui l'a dit sur l'uniforme à l'école, Question à 3 points. C'est de la politique spectacle, du foutage de gueule. Bonne réponse de Philippe Bilger qui prend l'avantage. Il est imbattable. Carole Delga, 6 points pour Philippe Bilger, 3 pour Olivier d'Artigol, 3 pour Jean-Baptiste Moreau. C'est fini? Non. Ah, attendez, bien sûr que non, c'est pas fini. Allez, qui c'est qui l'a dit? Ça vaut 2 points. Sur les prix planchers pour les agriculteurs, ce que propose LFI, c'est un système soviétique. C'est non. Non. Quoi, c'est non? Bonne réponse de Jean-Baptiste Moreau, Agnès Pannier-Runacher. Il est bon. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Question à 3 points. Allez-y. Qui c'est qui l'a dit? Laurent Wauquiez, c'est le candidat d'Éric Ciotti, pas de LR, pas de la droite au sens large. Lisnard. Rotaillot. Non. Bertrand. Bonne réponse, Xavier Bertrand. Mais il est bon, Jean-Baptiste. Allez. Mais il nous dépasse. Je demande un contrôle antidoping. La bière uniquement. Qui c'est qui l'a dit? C'est 2 points, messieurs. Accueillir en grande pompe le dirigeant du Qatar, ce n'est pas normal. Roussel. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Il est concentré, Olivier d'Artigol. Et là, c'est un duel de titre. On voit les chiffres. Qui c'est qui l'a dit?
3 points. Voilà. De nouvelles actions sur le sol ukrainien peuvent être envisagées sans franchir le seuil de belligérance. Bah, c'est Macron. Non, qui a dit ces journées? Oui, ces journées, on l'a dit tout à l'heure. Je l'avais dit avant. Vous l'avez dit il y a 5 questions. Vous l'avez dit avant-hier. Je l'ai dit la semaine dernière. 3 points pour Jean-Baptiste Moreau qui là prend le large. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points? Sur MeToo, il faut respecter la présomption d'innocence sans qu'elle ne vienne constituer un mépris ou un déni de la parole des femmes. Dupond-Moretti. Non, ce n'est pas un homme politique, c'est un grand magistrat. Non. Molins. Bonne réponse de Philippe Bilger. François Molins. Et une dernière question. Qui c'est qui l'a dit? Alain Bachung, à 3 points. Alain Bachung est le plus américain des chanteurs français. Il fait partie des hommes qui m'ont fait rêver. C'est une chanteuse. Et c'est une chanteuse de quelqu'un de très connu au gouvernement. Oui, elle est en couple avec quelqu'un. Ça y est, Boulet. Non, il s'est ici très nettement. Non, c'est Jean-Baptiste Moreau qui a été le plus rapide. Et c'est Jean-Baptiste Moreau. Vous plaisantez? Même j'ai dit Boulet. Ils sont en train de se tirer dessus à boulet rouge. On fait les comptes, Philippe. C'est Jean-Baptiste Moreau qui doit être à 15 points. Avec ça, Philippe Bilger à 9, vous étiez derrière. Voilà, et Olivier d'Artigol à 5. Bravo. Allez, bravo. Allez, vous restez avec nous, les amis. Félicitations, Jean-Baptiste Moreau. Vous restez avec nous dans un instant. Catherine Vautrin sera avec nous, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Et nous sommes, bien entendu, toujours chez Lidl, au Salon de l'Agriculture. On est très, très heureux d'être là. On est ensemble avec vous jusqu'à 20h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Lidl. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 20h avec Philippe David et bien entendu nos vraies voix du jour. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand de Lidl. Vous pouvez venir effectivement faire vos courses ici au Salon de l'Agriculture et nous avons le plaisir d'accueillir Madame la Ministre. Catherine Vautrin est avec nous, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Michel Biérot est avec nous aussi, président de Lidl France. Et puis nos vraies voix du jour, Olivier d'Artigol, Jean-Baptiste Moreau et Philippe Bilger. Madame la Ministre, aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, forcément, au Salon de l'Agriculture, on a fait le lien tout à l'heure entre les cantines et l'alimentation et l'importance peut-être dans cette loi Egalim de respecter les quotas de circuits courts. Vous avez raison, je pense que la cantine est un moment extrêmement important pour les enfants. C'est un moment extrêmement important parce qu'il apprend à manger des aliments qu'on ne mange pas forcément à la maison. Il apprend à manger de tout. Et manger de tout, c'est être en capacité aussi d'aller vers les fameux 5 fruits et légumes par jour. Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été la période de la Covid. Parce que pendant la Covid, on a vu des parents qui nous ont expliqué combien c'était difficile pour eux de devoir assumer petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et là, la cantine a eu un rôle majeur. Le circuit court de plus en plus de collectivités. Moi, il y a encore 6 ou 7 semaines, j'étais présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Nous avons évidemment des cantines. La ville de Reims a même sa propre production. Moi, je travaillais avec l'un des spécialistes du secteur. Dans nos contrats, nous travaillons sur les circuits courts. Parce que quand on est évidemment dans la Marne, on mange des pommes de la Marne ou des Ardennes. On a quelques producteurs de lait, on a des producteurs de viande, on a des fromages. Autant de choses que nous pouvons évidemment offrir aux enfants. Et je répète, faire découvrir l'importance du goût. Le goût, quelque part, c'est la vie. Et je crois que c'est très important d'aider nos enfants à découvrir tout cela. Michel Biérot, forcément les cantines, si je vous dis cantine, ça vous parle? Bah déjà ça me parle parce que mes 2 enfants sont tous les jours à la cantine, donc au collège. Mais ça me parle aussi parce que ça fait des années en fait que je demande aux présidents et présidentes de région de rentrer dans nos démarches en fait. Je n'ai rien à leur vendre, mais vous voyez par exemple on a signé aujourd'hui une super tripartite avec les éleveurs Natop. C'est des éleveurs de race normande, on en a parlé tout à l'heure, on l'a même dégusté ensemble. Ils seront avec nous entre 19h et 20h d'ailleurs. Exactement. Et en fait ces éleveurs donc on leur achète des bêtes, des carcasses complètes qui arrivent dans nos magasins.
et on s'engage sur 100% d'équilibre. Alors c'est peut-être un peu technique pour les auditeurs, mais ça veut dire qu'un éleveur, quand il élève sa bête, il l'élève de la tête à la queue. Et donc moi je lui assure une rémunération qu'il demande juste de la tête à la queue. Par contre, ça me pose un problème, parce que dans mes magasins, je n'ai pas le même équilibre que celui d'une bête. Donc, si vous voulez trouver une entrecôte et un faux filet dans mes magasins, parfois il faut faire 3 magasins. Et donc j'avais demandé aux présidents et présidentes de région de rentrer dans ces démarches et de dire, dans les écoles, demain, on mettra plus... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de régions qui font des efforts et qui en font beaucoup depuis ces dernières années, mais il y a encore des collèges ou des lycées qui, notamment chez moi, proposent du steak haché qui n'est pas français. Donc et à 15% de matière grasse avec du collagène, par exemple. Par exemple. Qui est moins bon qu'un 5% sans collagène. Et si ces régions rentraient dans nos démarches, ça permettrait de doubler, voire de tripler le nombre de bêtes qu'on achète aux éleveurs, et surtout à mes clients de proposer autant qu'ils veulent d'entrecôtes et de faux filets. Donc voilà. Si les politiques peuvent nous aider un petit peu dans ce sens-là, ça sera aussi bénéfique pour le monde agricole. Catherine Vautrin. Oui, alors moi je voudrais dire qu'il faut bien qu'on regarde toute la chaîne. Parce que vous parlez des régions, effectivement elles ont la charge des lycées, mais vous avez avant les mairies qui sont en charge des maternelles et qui sont en charge des élémentaires. Et quand c'est pas la mairie, c'est la communauté de communes ou la communauté urbaine. Après vous avez le département. Et moi je pense qu'il faut qu'on aille dans le détail de chacune de ces collectivités pour une raison très simple, c'est que les masses sont souvent pas les mêmes et que là il y a des partenariats qui sont tout à fait envisageables. Et je partage l'idée selon laquelle plus on peut travailler de manière complémentaire les uns et les autres, plus on a capacité à donner des choses intéressantes. Après, on a aussi à travailler avec les parents. Parce que quelquefois, certains parents peuvent vous dire « mon enfant est rentré, à midi, il n'a pas mangé ». Alors vous regardez ce qu'était le repas à midi et vous vous rendez compte que, par exemple, on a peut-être donné, je sais pas, peut-être pas des choux de Bruxelles, je vais peut-être un peu loin, mais des brocolis, merci, des brocolis ou des... Voilà, et là, je pense qu'il faut aussi qu'on explique que le meilleur des repas, c'est pas la saucisse dont je vais taire le nom et la frite, même si de temps en temps ça peut faire plaisir. L'équilibre alimentaire passe vraiment par autre chose. Et ça, c'est vraiment le travail de nos cantines avec les parents, bien expliqué aux enfants. Mais pas de mal sur la saucisse de Strasbourg, on a 2 Alsaciens avec nous. Philippe Bilger, dans le micro. Madame la ministre, ce que j'ai aimé dans votre propos sur l'école, c'est qu'au fond, apprendre aux enfants à bien manger à l'école, c'est d'une certaine manière réparer les inégalités sociales qui existent chez eux. Et ça me paraît fondamental. Non seulement, je pense, on répare les inégalités et on assure un repas de qualité, mais vous voyez, tout à l'heure, j'étais avec la banque alimentaire. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le travail qui est le leur, c'est qu'ils ont une démarche d'aller vers. Ils ont même des camping-cars qu'ils mettent, en fait, au bas des immeubles. Et là, ils rencontrent quelques mamans avec lesquelles ils préparent un repas et ils prennent le repas avec elles. Parce que là, on est aussi sur 2 sujets. Le premier, c'est la qualité du repas et l'importance qu'il y a à faire soi-même un certain nombre de choses. Et après, l'importance du repas partagé. L'échange que l'on a au moment où on prend un repas. C'est aussi un élément d'écoute, c'est un élément de prévention parce que on mange mieux, on est vigilant. Chacun va pas se servir dans le réfrigérateur. On constitue son repas et on le partage en famille. Ça reste un élément absolument majeur. Olivier d'Artigol. Madame la ministre a raison parce que dans ce qu'on appelle les circuits courts, ce que font les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs, ça permet de très belles rencontres aussi. Des rencontres et parfois ça met fin à certaines formes d'isolement. Vous avez parlé de la période Covid, mais nous sommes dans un pays à 9 millions de pauvres. On a vu l'alerte des associations qui justement organisent l'aide alimentaire. Et l'école peut être justement ce filet qui permet de récupérer ce qui doit l'être, de rééduquer et de permettre aux gens de se parler, de se regarder et de partager quelque chose ensemble. Je partage complètement ce que vous venez de dire et je dirais que bien sûr l'école par le repas qu'elle apporte et les collectivités là-dessus sont très engagées parce que quand on parle de cantine à 1 euro, moi je peux vous dire que chez moi ça commence avant, on est à 0,70. Donc ça c'est le premier point. Mais au-delà de l'approche financière, quand vous discutez avec ces associations dont je voudrais remercier les bénévoles et l'ensemble de celles et ceux qui s'en occupent, c'est aussi un endroit d'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire que dans un premier temps,
on distribue effectivement de l'alimentation, mais dans un deuxième temps, on accompagne certains publics très éloignés qui n'ont pas forcément été identifiés parce que peut-être ils sont passés à travers, si vous me passez cette horrible expression, à travers les mailles du filet. Et on peut effectivement, en travaillant avec ces associations, commencer une insertion et derrière une formation et pourquoi pas retrouver un boulot. Jean-Baptiste Moreau. Non, mais je pense qu'il y a aussi, et l'école et la cantine sont aussi le lieu où on doit pouvoir réapprendre à cuisiner aussi, parce que justement dans les milieux défavorisés, bien souvent on a aussi un peu abandonné ce côté-là. On voit bien les plats ultra transformés qui sont achetés régulièrement parce que c'est plus facile, parce que les deux parents travaillent, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a tout un tas de choses. Faut regarder dans les caddies. Hein, et quand on regarde globalement, acheter les produits bruts et les cuisiner, finalement ça revient moins cher que d'acheter le truc tout fait. Donc je pense que c'est dès l'enfance qu'il faut vraiment redonner ce goût de l'alimentation et de bien manger. Donc c'est important la qualité de ce qu'ils mangent à la cantine et le goût de cuisiner et d'apprendre à cuisiner, que ce soit pour les petits garçons ou pour les petites filles. Je pense que c'est essentiel demain d'arriver à intégrer des cours de cuisine à un moment ou à un autre à l'école. Michel Biérot, pour vous, pardon Madame la maîtresse, mais Michel Biérot, pour vous, le bien manger aussi c'est important chez Lidl. Bien sûr que c'est important, même si dans mes rayons, évidemment, je propose aux consommateurs ce qu'ils demandent. Et si je mettais que des produits non transformés, ils iraient tous aller voir chez mes concurrents. C'est pour ça que il faut aussi beaucoup de pédagogie, on en a parlé. Il faut réapprendre déjà au plus jeune âge. On parlait du brocoli, et on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'ils sachent déjà faire la différence entre un brocoli et un chou-fleur. Les miens, ils le savaient pas petits. Maintenant, ils le savent, mais parce qu'il faut les inciter à manger correctement. Et je rejoins Jean-Baptiste. Enfin, moi, j'adore cuisiner. C'est tellement facile d'acheter 3 légumes, un morceau de viande et de faire la cuisine, plutôt que d'acheter une barquette que malheureusement, à regret, je vends dans mes magasins. Mais je réponds à une demande du consommateur. C'est aussi ça mon métier, quoi. Moi, je partage complètement et je vais changer, je vais rester sur le chou-fleur. Hein. Si vous, je vais pas donner des recettes de cuisine, mais vous prenez le chou-fleur et vous le coupez tout fin, c'est comme de la semoule et vous faites manger du chou-fleur à votre enfant en salade. Alors que si vous lui préparez, c'est rien, hein, là, il suffit juste de le préparer. Et oui, et ben voilà. Et voilà. Non, mais typiquement, et je pense que ça, c'est vraiment le partage. Bon, quand petit, on a la chance d'apprendre à faire, on a parlé de Strasbourg, on va parler de la Lorraine, une quiche Lorraine avec sa maman en patouillant un peu, et ben c'est des trucs qu'on reproduit. Et là-dessus, c'est un des seuls, alors je vais pas dire point positif, ça serait beaucoup trop, mais un des moins mauvais points de la Covid, c'est qu'un certain nombre de gens qui ne cuisinaient pas se sont mis à cuisiner. Et parce que on peut bosser et on peut cuisiner, c'est pas antinomique. Non, ma femme cuisine et bosse, moi un peu aussi. Voilà, non, j'ai pas dit ça. Attention, c'est dangereux par les temps que nous traversons, vous le faites aussi. Oui, bien sûr. Je suis pas très doué, pour être tout à fait honnête. Heureusement, je ne cuisine pas. Et rappelons que même si on a parlé quiche Lorraine et saucisses de Strasbourg, vous êtes bien sur Sud Radio et pas sur Est Radio. C'est quand même important à rappeler. Est-ce qu'on a parlé de salade? On a parlé de salade. Madame la ministre, est-ce que c'est important aussi, on parlait d'apprendre à des jeunes enfants à cuisiner, à découvrir des légumes. Moi-même qui cuisine, quand je vais chez mon maraîcher, lui-même me dit bah tiens prends ça et cuisine-le comme ci comme ça. Mais c'est toute la famille qui doit réapprendre. Peut-être que des cours de cuisine parfois ce serait sympa de se dire tiens d'avoir accès et donner la possibilité. Moi je dis toujours il y a des personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite, qui sont des femmes qui ont cuisiné toute leur vie, qui sont seules, de se dire cette transmission finalement des plus anciens à une jeune génération où on savait cuisiner à une époque, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Moi je suis complètement d'accord et je suis d'autant plus d'accord que je pense qu'il y a un sujet qu'on met pas suffisamment en avant. On parle toujours des seniors avec un ton un peu négatif sans mesurer ce que les seniors apportent à la société. Oui. Et je pense que quelque part en termes effectivement de transmission, d'expérience, mais aussi je parlais tout à l'heure des associations de distribution alimentaire, il y a beaucoup de seniors et effectivement il y a là un échange. Et il y a un autre élément dans notre pays dans lequel nous avons évidemment des Françaises et des Français qui arrivent de différents pays. Bien Moi sûr. J'ai présent à l'esprit une expérimentation, c'était à Vénissieux, où des femmes dans un quartier ont commencé
à sortir de chez elles par la cuisine. Elles avaient monté une boutique de traiteurs que tout Lyon s'arrachait parce qu'elles étaient en capacité, justement par la cuisine, d'avoir une activité économique, de créer de l'échange. Et donc, vous avez raison, je pense que la cuisine, alors il y a plein d'associations et c'est l'occasion de mettre en avant, parce que je crois qu'on peut pas non plus toujours tout demander à l'école, mais il y a plein d'associations qui permettent effectivement la convivialité de la cuisine, la convivialité de l'échange, et derrière, c'est de l'insertion professionnelle. Quand j'étais chez les Compagnons du Devoir vendredi, quand je demandais aux jeunes apprentis comment ils étaient venus, c'était soit le stage de 3e, soit ce qu'ils avaient vécu avec leurs parents. Donc là aussi, je commence à cuisiner, j'aime ça, je m'oriente vers des métiers dans lesquels il y a en plus une grande demande. Merci beaucoup Madame la Ministre. Catherine Vautrin était avec nous, Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Vous restez avec nous, on est ensemble, on bouge pas ici, hein. On boit, on mange, on discute, on papote, on débat, en tout cas on est ensemble jusqu'à 20h. On taille une bavette. Allez, à tout de suite. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est en direct du salon de l'agriculture chez Lidl aujourd'hui et vous pouvez faire vos courses, venir nous voir, venir déguster avec nous, regarder l'émission, en tout cas écouter avec Philippe Bilger aujourd'hui, Olivier d'Artigol et notre ami Jean-Baptiste Moreau. Bien entendu, il y a quelques instants, Catherine Vautrin était avec nous, ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités. On a évoqué les cantines. Michel Biérot nous rejoindra dans quelques instants, le président de Lidl. Dans quelques instants, Philippe, j'ai envie de dire, maintenant c'est le tour de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et votre tour de table, Philippe Bilger, concerne le retour en grâce de Jean Anouilh. Alors une info pour Olivier d'Artigol, ce n'est pas un fabricant de pâtes, parce qu'il n'était peut-être pas au courant. On est au salon de l'agriculture. Regardez comment il dénature la culture que je vais diffuser. Plus sérieusement, on est au salon de l'agriculture et je vais parler un peu de culture. Alors je sais que je vais élever le niveau de certains, mais c'est pas grave. En fait, il y a en effet le retour en grâce depuis quelques mois du plus formidable, de mon point de vue, auteur de théâtre du XXe siècle. Il y en a eu d'autres, mais Jean Anouilh longtemps a été un peu en discrédit et j'ai pu voir dimanche dernier une pièce formidable qui n'avait pas été jouée depuis très longtemps, qui a fait l'objet d'une adaptation très intelligente qui s'appelle Pauvre Bitos. C'est extraordinaire et je voulais élever le niveau des vraies voix en parlant. Je regrette que Françoise Degois ne soit pas là, avec laquelle j'ai des connivences culturelles, à défaut qu'elle soit politique. Et voilà, je sais si quelqu'un est capable de répliquer sur ce terrain. Ma dernière sortie culturelle a été d'accompagner mon petit-fils pour aller voir Pas de patrouille. Donc j'avoue que la marche est haute, mais je vais y travailler. Ah là, c'est carrément les pyramides. Hein. Et moi, c'était Pretty Woman, je crois. Donc, ah je veux dire que... Ah bah là, c'est bien. Ah bah là... c'est bien. Jean-Baptiste. Non, mais c'est effectivement un auteur. J'ai eu la chance aussi de voir un certain nombre de pièces de Jean Anouilh. C'est quelque chose de... Voilà, c'est culturellement très intéressant et on parlait tout à l'heure de la jeunesse et de l'alimentation. Je pense que d'un point de vue culturel, sur l'accès au théâtre et tout ça, il y a aussi des choses à faire, à la culture pour recréer un ciment, on va dire, national. Je pense que voilà, on a un certain nombre d'enfants aujourd'hui qui n'ont plus forcément accès ni au théâtre ni à cette culture-là, et principalement en ruralité. C'est un souci. Oui. Moi, je me souviens d'être allé au collège justement voir des pièces de Jean Anouilh à l'époque avec ma classe. On avait un accès depuis le collège au théâtre de Limoges et je pense que ça se fait plus trop et c'est sans doute dommageable pour la culture générale de nos jeunes générations.
Et j'ai eu peur parce que quand vous avez commencé à parler d'alimentation avec Jean Anouilh, j'ai écrit mais il parle pâtes ou comment ça se passe? J'ai eu peur que vous fassiez un petit peu le Philippe le a lien. déjà fait la blague. Jean-Baptiste, puisque vous avez la parole sur Gabriel Attal, le Premier ministre qui atomise Marine Le Pen. Oui, je sais pas si c'est le fait d'avoir démarré à 7h du matin la visite du salon de l'agriculture le même jour, mais aux questions au gouvernement, il a éparpillé Marine Le Pen façon Pulse hier en la renvoyant en fait et en disant très clairement que les Russes étaient peut-être déjà sur le territoire français en la personne de Marine Le Pen et de l'armée russe était déjà sur le territoire français, la personne de Marine Le Pen et de ses acolytes. Donc voilà, elle a accusé le coup, c'était très brillamment présenté, beaucoup plus que je ne l'ai fait, mais il a vraiment appuyé là où ça faisait mal, parce qu'on voit bien qu'il y a clairement des collusions entre le Rassemblement national et Poutine, et on voit bien que tous les votes au niveau de l'Union européenne, au niveau du Parlement européen, que il y a une vraie ambiguïté pour le moins, et encore je suis gentil, de Marine Le Pen vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Philippe Bilger, je crois que dans le micro. Jean-Baptiste, tout à l'heure, vous avez gagné de justesse dans le jeu tout le monde. qui structure ces doseurs. Là, je ne suis pas de votre avis. Plus exactement, je ne discuterai pas le fond de la réponse du Premier ministre parce que ça nous entraînait trop loin. Je regrette que, alors qu'il avait toujours eu un ton parfaitement courtois et républicain, pour la première fois, il ne l'ait pas eu à l'égard du Rassemblement national, à tel point que Marine Le Pen, dans la pause, a été d'une certaine manière obligée de jouer la modération. J'aime énormément ce Premier ministre, Olivier le sait, et je regrette que là, il y a une contagion de la grossièreté politique. Olivier d'Artigol, on n'est pas de retour 40 ans en arrière, Mitterrand au pouvoir, c'est les chars soviétiques à Paris, avec les communistes d'ailleurs. Oui, puis après il y a eu 83. Le tournant de la rigueur. La fièvre atalamaniaque donc commence à se résorber. J'ai eu peur que celui qui fait l'hypnose, Mesmer, ait frappé quelques-uns d'entre nous, mais il se réveille. Renaissance a fait le choix de mener la campagne des Européennes jusqu'au 9 juin, telle qu'elle vient de s'exprimer au cours des 2 derniers jours via Emmanuel Macron ou le Premier ministre. C'est un choix politique qui, il me semble, aura comme effet, si il ne réoriente pas, de faire un score très fort pour le Rassemblement national, parce que je pense que cette stratégie est d'ores et déjà en échec. Je préférerais qu'on parle de ce que dit le RN sur le prix plancher, parce que pour le coup là, il y a une vraie ambiguïté. Il y a un qui dit oui, l'autre qui dit non, ouais, c'est sûr, mais bon, c'est à force de vouloir être d'accord avec tout le monde, on finit par ne plus rien dire. Allez, vous restez avec nous dans un instant, Olivier d'Artigol, puisque vous avez la parole. Olivier d'Artigol, dans un instant, on revient sur quoi ? Nous parlerons de la jeune bergère qui vient d'être désignée il y a 2 jours sur les salons de l'agriculture, la meilleure bergère de France, et elle vient de Pau. Ah, comme par hasard. Allez, on en parle dans un instant. Bienvenue sur le stand Lidl, dans le salon de l'agriculture, avec les vraies voix jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, ils remettent le paquet. Pour Pâques ? Eh oui, en ce moment, le moulage en chocolat au lait en forme de lapin, poule ou cloche est à 99 centimes les 50 grammes. 99 centimes le moulage en chocolat au lait pour Pâques. Eh oui patron, au ras des pâquerettes le prix. On est mal. Un peu qu'on est mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 19,80€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Nice. 97.9. Sud Radio. Besoin d'une pièce auto pour votre voiture ? La marque de pièces recyclées Back2Car défend votre pouvoir d'achat avec des pièces automobiles garanties à vie jusqu'à 75% moins chères que les neuves. C'est malin, bon pour votre porte-monnaie et pour la planète. Et si vous n'êtes pas mécano dans l'âme, faites livrer et montez vos pièces chez l'un de nos 2400 garagistes partenaires partout en France. Rendez-vous sur back2car.fr, BACK, le chiffre 2, CAR.fr pour trouver la pièce qu'il vous faut.
Leclerc, bonjour. Bonjour. Si je vous dis frites, gratin, purée, sauté ou robe des champs, vous me dites? Facile, pommes de terre. Et si moi je vous dis 3,19€ le filet de 5 kg Origine France, vous me répondez? J'arrive. Dépêchez-vous. Du 27 février au 2 mars chez Leclerc, le filet de 5 kg de pommes de terre Eco Plus Origine France est à 3,19€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 64 centimes le kilo, variété Universa, Artemis, Mélodie, Agatha, catégorie 2, calibre 40-70 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Quand on part en vacances, mes parents me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Chez But, on aime la cuisine allégée, surtout niveau finance. Ah oui. En ce moment, chez But, jusqu'à 1 000 € de remise et la pause offerte sur une sélection de cuisine signature et signature design. Profitez-en. Conditions et produits concernés en magasin et sur but.fr. Toyota. Ça rentre pas les moins 30%. Mais si. À la disponibilité rapide, non plus. Allez, vas-y, pousse plus fort. Ouah, t'es marrant, toi. C'est fou ce que Toyota Professional a fait entrer dans son mois profitable. Jusqu'à 30% de remise sur la gamme ProAce, jusqu'à épuisement des stocks. ProAce pour les pros, c'est maintenant. Ou jamais. Bah voilà. Toyota. Offre réservée aux professionnels, valable pour toute commande passée avant le 31 mars, uniquement sur ProAce et ProAce City Business, hors financement LLD et hors version électrique. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes perchés au-dessus du salon de l'agriculture chez nos amis de chez Lidl, avec Olivier d'Artigol, Jean-Baptiste Moreau et puis Philippe Bilger qui est avec nous. Il y a quelques instants, le tour de table de l'actu et il y a un cocorico béarnais avec Olivier d'Artigol. Je voudrais vous parler d'Iris Soukaz, qui a participé il y a 2 jours ici même au Salon de l'Agriculture à la finale des 19e Olympiades des jeunes bergers. Et donc, elle a remporté le titre de meilleure bergère de France. Elle a fait sa formation au lycée agricole de Montardon. Alors les épreuves, il y a la théorie et pratique. L'évaluation de l'état d'engraissement, le choix d'un bélier, Philippe David était hors concours, le parage des onglons, le tri des brebis, la manipulation et l'évaluation de l'état corporel, le quiz de la reconnaissance des races. Donc cette jeune béarnaise a gagné, nous la félicitons et j'en profite pour justement parler de cet enseignement agricole qui n'est pas suffisamment valorisé et qu'il serait l'une des solutions pour justement le défi démographique qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Le bélier vous salue bien. Ouais. Et là, évidemment, aucune triche. Aucune. Sur le quiz des non. Ni de dopage. Non, ça risque rien. Mais c'est beau quand même, on donnait la parole hier soir à l'enseignement agricole dans les vraies voies de l'emploi de 19h à 20h. Et c'est quand même quelque chose de fondamental, alors qu'on est au salon de l'agriculture, l'enseignement agricole, parce qu'il faut bien apprendre pour pouvoir travailler dans toute la filière agricole. Et il y a plus de 200 métiers, nous disaient les lycées agricoles hier. Moi, j'ai eu une formation d'ingénieur en agriculture, même si j'ai fait un bac général. J'avais beaucoup de copains qui venaient effectivement de l'enseignement agricole. Et l'enseignement agricole, comme le disait Olivier tout à l'heure, maille l'ensemble du territoire aujourd'hui. Vous avez des lycées dans des toutes petites villes, en principe, avec la ferme qui est attenante au lycée, qui est dans le lycée, qui permet aux élèves d'apprendre. C'est un vrai apprentissage de plusieurs métiers, parce que dans les lycées agricoles, vous êtes directement sur le terrain. Vous n'êtes pas que dans la salle de classe, et c'est en plus très adapté. C'est très adapté à un certain nombre d'élèves qui justement en ont un peu marre de l'école, et ça leur permet de goûter à autre chose, d'aller à la traite ou d'aller planter des légumes au cours de leur apprentissage. Et c'est vraiment un apprentissage très différent, et il faut le valoriser en tant que tel, parce qu'aujourd'hui ça débouche sur des métiers qui sont aussi valorisateurs. Il n'y a pas que la misère tout le temps. Il faut regarder un peu en face. Il y a des postes de salariés agricoles aujourd'hui qui sont à offrir avec des salaires corrects. Ouais, à partir de quand on peut aller dans un lycée agricole? À partir de la 4e. De la 4e, oui, c'est ça.
Et en plus, on peut se reconvertir, on peut faire des formations. Dans le micro, sinon on n'entend pas. Moi, oui, Cécile aurait rêvé d'être agricultrice. Non, mais moi, c'est un métier que j'adore, hein, le métier de la terre, du vivant. Je trouve ça fantastique. Et quand je vois effectivement ce dont on parlait hier avec Philippe David, la possibilité de 200 métiers qu'on ignore. Alors, il n'y a pas que des agriculteurs. Il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a des dizaines et des dizaines de métiers méconnus qui mériteraient d'être connus. Mais vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, Philippe. Moi, à 3 ans, je suivais le laboureur avec un petit béret sur la tête. J'étais passionné par la terre et je crois que j'ai gardé dans mon ton et parfois même ma pensée un caractère un peu rustique. Et Cécile a raison, j'ai un ami qui a 40 ans. Vous avez un ami C'est une info. Bravo. Oui, mais je l'ai perdu. Qui a 40 ans, était infirmier libéral, qui a fait une reconversion et qui est aujourd'hui vigneron. C'est formidable. Voilà. Dans le Médoc. Alors, vous avez dit vigneron, la première chose qu'a fait Philippe David, c'est vous regardez, ah bon, ou ça? Voilà, le Médoc, c'est très bon. Mais c'est dingue. N'est-ce pas, Jean-Marc? Heureusement que vous n'êtes pas un espion de la DGSI, vous, parce qu'on vous ferait parler en 2 secondes avec une bouteille de vin, c'est pas possible. 2 secondes, du très bon. En tout cas, il y a des métiers à valoriser, et ça c'est très important, et cet enseignement agricole. Renseignez-vous, hein, effectivement, Jean-Baptiste, il faut se renseigner parce que il y a vraiment, sans le savoir, vous passez peut-être à côté de métiers qui pourraient vous intéresser. Oui, ça ouvre une grande diversité de métiers sur la pêche, sur l'aquaculture, moi je parle pour le lycée agricole d'Ain en Creuse. Il y a une grande diversité de métiers. Il y a aussi des formations médico-sociales d'ailleurs, parce qu'ils diversifient aussi dans les lycées agricoles les formations pour offrir une palette encore plus importante. Donc vraiment ça ouvre, et puis c'est des formations de très grande qualité, et ça permet à des élèves d'avoir un parcours différent et de rejoindre après même des écoles d'ingénieurs. Et on peut faire ingénieur agronome en sortant d'un lycée agricole. Exactement. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron qui a évoqué samedi l'instauration d'un prix plancher dans chaque filière agricole. Une annonce, Philippe, qui divise. Oui, et on vous pose cette question. Est-ce que les prix planchers peuvent fonctionner dans une économie ouverte? Est-ce que les prix planchers sont un système soviétique, comme l'a dit une ministre ce matin, et le patron de la FNSEA pratiquement au même moment? Quelles seraient les solutions autres que le prix plancher? Et à cette question, les prix planchers sont-ils la solution? Vous dites oui à 91%. On vous attend au 0826 300 300. Et on en parlera bien entendu avec Michel Biérot, un président de Lidl France, qui sera avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Lidl renouvelle ses engagements auprès des producteurs français. Rendez-vous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars pour découvrir ses produits 100% français. Lidl présente... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est en direct du Salon de l'Agriculture, on est ravis de vous accueillir. Et nous sommes sur le magnifique stand de Lidl. Vous pouvez pas le louper, il est tout bleu et tout jaune avec un petit point rouge. Et un autre point rouge et noir, il y a marqué Sud Radio. On est ensemble avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ah, ça va extrêmement bien là. On est gâtés. Parce que là, on a bien mangé et maintenant, on va commencer à bien boire et on va avoir la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus, comme disait la chanson. Toujours avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger, qui est très heureux comme un pinson. Ça va Philippe? Je n'ai pas bu de blanc depuis 20 ans. Eh ben voilà, c'est du blanc. C'est pas vrai. Jean-Baptiste Moreau est avec nous, qui nous dit je n'ai pas bu de blanc depuis 2 minutes. Donc, et Olivier D'Artigol, bien entendu. Tu me connais tellement bien. Et notre hôte Michel Biérot qui est avec nous, le président de Lidl France. Merci en tout cas de nous accueillir ici. Avec plaisir. Et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'objectif, c'est que dans la réforme que nous sommes en train de bâtir, nous puissions avoir justement filière par filière ces prix planchers. S'ils veulent essayer leur prix plancher, pourquoi pas? On a besoin de prix qui soient équitables au niveau européen. Faire un prix plancher, mais si on n'a pas touché tous les autres points de cette filière, ce ne sera pas grand-chose. Un égalim européen, c'est impossible. Impossible parce qu'on n'a pas tous les mêmes coûts de production. Aujourd'hui, on entend parler de prix, on entend parler de prix plancher. Ça va dans le bon sens, mais il faut que ces prix soient équitables et qu'ils soient européens.
Et le président de la République pensait rassurer les agriculteurs quant à leurs revenus en promettant des prix planchers samedi. Loin de faire l'unanimité dans les allées du salon de l'agriculture, l'idée suscite question et remise en question. Si la Confédération paysanne se réjouit de cette annonce, la FNSEA se montre un peu plus sceptique, Philippe. Oui, en utilisant le terme, je ne pense pas que le souhait du président soit de soviétiser l'économie. L'URSS est très en mode ces derniers temps. Alors parlons vrai, est-ce que les prix planchers peuvent fonctionner dans une économie ouverte? Est-ce que les prix planchers sont soviétiques, comme l'a dit une ministre ce matin et le patron de la FNSEA? Quelles seraient les autres solutions, puisque le but c'est de trouver des solutions qu'au prix plancher? Agriculteurs, les prix planchers sont-ils une illusion? Et pour le moment, vous dites oui à 91% sur Twitter. Alors on va en parler avec Michel Biérot qui est avec nous, président de Lidl France. En attendant, petit tour de table avec nos vraies voix. Ce prix plancher, Philippe Bilger, est-ce que c'est une notion un peu vague? Alors une nouvelle fois, et pardon de ne pas vous surprendre, je suis de nouveau écartelé entre le sentiment que les prix planchers, même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la chose, apparaît comme une mesure de bon sens qui pourrait garantir aux agriculteurs la certitude de vivre correctement de leur métier. Et en même temps, depuis quelques jours, j'entends des objections, des contradictions dont j'ai envie de vérifier la validité. Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce plan, j'en serais heureux. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En tout cas, il est très positif que nous puissions en parler, puisqu'il s'agit du revenu paysan, du salaire des travailleurs de la terre. Démonstration a été faite que sur certaines filières, c'est possible. D'ailleurs, Lidl Monsieur Biérot va nous en parler, puisque vous avez expérimenté le fait qu'on pouvait aller vers le partage de la valeur ajoutée et que l'ensemble des acteurs puissent s'y retrouver. Donc j'espère qu'on va pouvoir en discuter. Certains me disent mais le prix plancher va vite devenir un prix plafond, il va falloir un prix plancher sur le plan européen. Toutes les questions sont ouvertes, mais d'ores et déjà dans certaines filières, nous progressons. Du sol au plancher, au plafond non mais moi j'ai été rapporteur de la loi Egalim qui visait justement à garantir à l'agriculteur la couverture de ses coûts de production. C'est-à-dire qu'il arrive à vendre ses produits au prix que ça lui coûte et en arrivant à se tirer un salaire. C'était toute la logique de la construction du prix en marche avant de la loi Egalim, sur laquelle on a travaillé, y compris avec Michel d'ailleurs en 2017 et 2018. Michel avait soumis il y a peu la notion de prix minimum garanti. Globalement, ce qu'on voit, c'est que Egalim a été voté en 2018 et globalement, ça ne fonctionne pas. Les agriculteurs n'arrivent toujours pas à vendre au niveau de leur coût de production. Donc il faut sans doute aller plus loin. Et je pense que l'ambition du président de la République, c'est de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de voir un peu ce que ça donne. Il a donné rendez-vous dans 3 semaines où l'ensemble des interprofessions agricoles doivent lui faire des propositions pour ces prix planchers. Alors moi j'aime pas le nom prix plancher, j'aurais préféré prix minimum garanti. Je pense que dans Egalim on a défini, et aujourd'hui les interprofessions définissent des indicateurs de coût de production. Ces indicateurs de coût de production doivent être pris en compte dans la contractualisation avec le premier acheteur de l'agriculteur. Aujourd'hui, on voit que c'est imparfaitement fait. Dans la filière viande bovine, par exemple, on n'a que 25% de contractualisation. Donc du coup, de fait, ces indicateurs ne sont pas suffisamment utilisés et ne sont pas suffisamment significativement utilisés pour vendre au juste prix. Donc il faut mettre en place un mécanisme qui est sans doute plus dur, plus rigide, dans la limite du droit à la concurrence français et européen, évidemment, et il ne faut pas non plus déconnecter la production de la consommation, parce que ça a existé, ça par le passé, ça s'est appelé le prix d'intervention au niveau européen, ça a fait constituer des stocks où on a fini par jeter des tonalisiers de lait dans les caniveaux parce qu'on savait plus quoi en faire, parce que voilà, il ne faut pas que ces prix planchers servent à inventer. C'est ni soviète, ni la loi de la jungle. C'est ce que Gabriel Attal a dit dimanche soir. Il faut trouver il y a du boulot, à mon avis, pour trouver une formule qui vraiment résout les problématiques, mais il faut les résoudre, ces problèmes de revenus en agriculture. Michel Biérot, président de Lidl France, est-ce que finalement ce prix plancher, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que c'est pas du cas par cas? Non, parce que du cas par cas, ça va être difficile parce que effectivement, il y a presque autant de coûts de production qu'il y a d'exploitation en France. Moi, j'ai parlé d'un prix minimum garanti il y a 6 ans déjà, quand on a poussé 3 amendements par des parlementaires lors de la Egalim 1. Mais peut-être arrêtons de l'appeler prix plancher. Ça a été peut-être une erreur de langage. Moi, j'ai juste dit,
Un industriel n'a pas le droit de revendre à perte. Un distributeur n'a pas le droit de revendre à perte. Pourquoi un éleveur a le droit de vendre à perte dans ce pays ? Et donc, si on l'appelle interdiction de revente à perte ou prix minimum garanti ou peut-être prix de référence, il y a des interprofessions qui travaillent tous les jours pour définir un prix de production, un coût de production moyen par filière. Peut-être pas toutes les filières, mais commençons déjà à titre expérimental sur le porc, le lait, le bœuf, qui sont les filières les plus en danger. Mais il faut faire quelque chose. Tous ceux qui critiquent ce que j'ai poussé, qui me proposent des idées. Mais si on fait rien, il n'y a rien qui va changer, quoi. Mais est-ce que tout le monde peut se mettre autour de la table ? Mais il faut que tout le monde se mette autour. Michel a raison. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et il faut trouver une solution. De toute façon, on peut pas dire il y a qu'un faucon et rien proposer en face. Et il a raison. Donc oui, je suis d'accord. Le prix plancher, c'est parce que c'est la lubie de la France insoumise, c'est que l'État fixe les prix dans des conférences de prix annuelles. Enfin, ça, c'est totalement débile et ça ne fonctionnera absolument jamais et ça ne sauvera aucun agriculteur. Ça permettra juste de la spéculation avec de l'argent public. C'est tout ce que ça servira. Michel Biérot veut réagir ? Non, renoncez, Philippe. Michel, que je comprenne bien, comment on peut concilier précisément ce qui me paraît presque humaniste dans la manière de discuter avec l'agriculteur et votre propre intérêt tout de même. Je ne suis pas philanthrope. Je suis salarié d'une entreprise qui doit sortir un résultat, comme n'importe quelle entreprise et comme d'ailleurs des agriculteurs. Ce que je dis juste, c'est qu'on veut tous manger français. Alors surtout dans ces périodes de crise, tous les Français sont très patriotes. Alors, ils vont l'être un peu moins dans 3 semaines, mais quand même, il y a une volonté de se manger français. Donc si on veut préserver le monde agricole français, qui est en train de disparaître, faut le dire, faisons tous un effort. Et on demande pas des efforts surhumains. Tout le monde est bien d'accord de payer 3 € un litre de soda très connu, mais ça embête tout le monde de payer 1 € le litre de lait. Il y a un problème dans ce pays. Donc moi, ce que je dis, pourquoi on ne mettrait pas en plus un prix minimum de vente pour les distributeurs ? On n'a plus le droit de vendre un litre de lait en dessous d'1 €. Et je vous garantis qu'on n'en vendra pas un litre de moins. Et je le démontre depuis 8 ans, à travers des contrats tripartites que nous sommes en train de signer, où l'éleveur donne son coût de production, le met sur la table, l'industriel et le distributeur, on signe, on lui paye, il sort de la discussion et je continue la négo avec l'industriel. Ça fonctionne, je le démontre et je me suis pas coupé les bras. Sinon, on m'aurait viré depuis longtemps. Non, mais ça impose une honnêteté de toutes les parties. Ça impose de la transparence de toutes les parties, ce qui n'existe pas dans ce pays aujourd'hui. Les contrats tripartites, je les avais inscrits d'ailleurs par le biais d'un amendement dans la loi de Egalim 1, parce que justement, oui, c'est de la transparence de tous les maillons de la filière. Les agriculteurs, ils n'ont pas de problème à être transparents sur leur coût de production et voilà. La grande distribution, c'est variable. On va dire que Michel, lui, il fait partie de ceux à qui ça pose pas de problème. Dans les industries agroalimentaires, c'est aussi assez variable et il y a beaucoup qui renaclent aussi à être transparent. Mais c'est le seul moyen, c'est une meilleure répartition des marges pour que l'agriculture se retrouve. Et comme le dit Michel, c'est pas quand on voit le prix du produit agricole brut dans le produit fini, bien souvent, franchement, ça se joue à quelques centimes. Ça se joue pas pour le consommateur. Ça va pas être 10 en général, la main d'œuvre sur un produit manufacturé, c'est à peu près 5% du prix, 5 à 7%. Oui, c'est une moyenne. Non, mais la matière première agricole, c'est très faible. Donc c'est très faible. À part dans un brique de lait, mais la brique de lait, encore une fois, Michel l'a dit, 1 €, enfin, alors qu'on met 5 ou 6 fois plus dans un litre de soda, qui est bien plus mauvais pour la santé. Il y a un moment, il faut aussi que l'éducation, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'éducation à l'alimentation joue son rôle aussi. Mais certains disent que c'est une loi qui pourrait avoir, si on l'imposait, des effets pervers. Quels sont ces effets pervers ? C'est effectivement que le prix plancher devienne un prix plafond, qu'on déconnecte la production de ce qui est consommé, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des stocks. Et je le disais tout à l'heure, ça a existé, ça s'appelait le prix à l'intervention, qui était un prix fixé par l'Union européenne, qui a permis de constituer les monstres de l'agroalimentaire que sont Bigard et Lactalis aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ont fait tourner leurs usines à plein, ils se foutaient de faire du volume qui ne se vendait pas, puisque de toute façon, c'était l'État qui payait au prix. Donc eux, on fait tourner, on fait des bénéfices sur le dos de l'Union européenne et de l'argent de l'Union européenne. On constitué des oligopoles qui existent aujourd'hui avec un Bigard qui représente quasiment 70% de l'abattage français, avec un Lactalis qui est un monstre aussi de l'agroalimentaire. Et tout ça, c'est constitué sur ces mécanismes-là, et puis on finissait par jeter les tonnes à lisier dans les caniveaux parce qu'on savait plus quoi faire du lait, parce qu'il y en avait trop et parce que les congèles étaient pleins de carcasses de poulet. On finissait par les donner aux pays africains, ce qui a détruit un paquet de pays africains. Ça, c'est les mécanismes que demande la France insoumise du prix plancher fixé par l'État ou par l'Union européenne. Ça
ne marche pas, ça n'a jamais marché nulle part et ça n'a jamais sauvé un agriculteur. Comment expliquer que la Confédération paysanne applaudisse des deux mains ce prix plancher? Et parce qu'ils sont sur ce dogme-là de l'économie soviétique. La Confédération paysanne, c'est devenu une succursale de la France insoumise de toute façon. Donc aujourd'hui, clairement, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, je l'assume. Mais c'est aujourd'hui, cette économie-là, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, qu'il faille préserver aujourd'hui le prix de vente et des agriculteurs et le revenu des agriculteurs et l'augmenter si on veut donner envie aux jeunes générations de s'y lancer, c'est un impératif absolu. Donc il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde se crache dans les mains et remonte les manches et y aille vraiment pour une fois. Olivier d'Artigol. Il y a la proposition insoumise, mais il y avait aussi les PPL déposés par le député André Chassaigne au cours des dernières années. Député communiste du qui a œuvré Puy-de-Dôme, aussi pour les retraites agricoles. En tout cas, qu'on parle de prix minimum garanti ou de prix plancher, arrive de manière tonitruante aujourd'hui, par le biais de la crise agricole, la question de la rémunération des paysans. Et je crois vraiment que si on prend l'ensemble des acteurs et de la filière, on peut, sur le partage de la valeur ajoutée, trouver un équilibre où chacun peut quand même vivre. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de crever, c'est prioritairement les paysans et pas les autres acteurs de la chaîne. Michel Biérot ou Jean-Baptiste Moreau pour répondre à Olivier d'Artigol sur les paysans. Oui, non mais effectivement, et c'était tout le but d'Egalim, c'est d'arrêter qu'on donne aux paysans ce qui restait de valeur quand les autres s'étaient servis et ce qui ne correspondait bien souvent absolument pas à ce dont l'agriculteur avait besoin, ne serait-ce que pour vivre. On parle même pas de gagner de l'argent. C'est la variable d'ajustement en fait, le monde agricole. Et si on veut construire un prix en marche avant, il faut déjà figer le prix du premier maillon qui est le plus important. Mais pour ça, il faut aussi avoir le courage politique de parler de la loi de modernisation de l'économie qui dirige et qui gère les négociations de 70% de l'agroalimentaire en France, dont personne ne veut parler, et qui est un vrai problème. C'est une loi toute puissante et donc tous les Egalim qu'on va faire, ce sont que des pansements sur cette loi. Et j'avais essayé de la détricoter en 2018 et je m'étais attiré les foudres de Bercy à l'époque parce que j'avais réussi à faire voter un amendement en commission des affaires économiques qui sortait les produits agricoles des négociations commerciales annuelles et je peux vous dire que j'ai pris une volée de bois vert de la part de Bercy et du ministère des Finances parce que c'était on ne touche pas à la LME. Mais effectivement, Michel a raison, la loi de modernisation de l'économie qui avait été votée en 2009, elle est contradictoire avec ce qu'on veut faire dans Egalim. Donc à un moment, on peut pas avoir deux lois contradictoires qui s'appliquent en même temps. Là, dans un instant, vous allez signer des contrats tripartites avec des agriculteurs. Vous êtes l'un des précurseurs, forcément, sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous a créé des problèmes? Est-ce que ça a été compliqué de mettre ça en place ou finalement, il fallait un peu de courage à la base? Alors oui, c'est compliqué dans un sens, c'est très simple avec le monde agricole. Ils sont tous demandeurs et ils sont tous OK. Le problème, c'est bien évidemment la chaîne, le maillon intermédiaire qui a plus de mal. Au début, il faut savoir qu'aucun industriel français voulait le faire et je le faisais avec des Belges qui venaient chercher des cochons vivants dans les fermes françaises, qui les emmenaient en Belgique pour les tuer, les transformer et me les ramener dans les magasins français. On marche sur la tête. Donc là aussi, pourquoi n'inscriverions-nous pas, dans la loi, l'obligation pour peut-être 50% des volumes, au minimum, de tripartite dans les relations entre tous les acteurs. Mais une question justement, parlons de tous les acteurs. Il y a des gens dont on n'a pas parlé, c'est les transformateurs, qui sont souvent de très grosses multinationales de l'agroalimentaire. On a parlé de Lactalis, mais il y a Nestlé, il y a Danone, il y a Kraft, etc. Est-ce qu'eux aussi, ils ne devraient pas mettre des pactes tripartites avec les agriculteurs? Parce que c'est aussi également de très gros clients de l'agriculture, qu'ils achètent du blé français plutôt que du blé ukrainien pour faire leur tartelette à la fraise. Ces multinationales-là, il faudrait déjà qu'elles deviennent transparentes. Et pour ça, encore une fois, il faut enlever la loi de modernisation de l'économie qui est tout l'inverse. C'est l'opacité la plus totale. On part d'un tarif général qui sort du chapeau de Perlimpinpin et on négocie, non mais c'est la vérité, et on négocie des services pour arriver à un prix d'achat qui n'a à aucun moment pris en compte un coût de production ou un coût de transformation. Philippe Bilger. Dans le micro. Michel, je suis surpris. Moi, je ne suis un profane dans ce domaine. Je vous écoute. Ça me paraît relever du bon sens. Vous avez une capacité de conviction très forte. Est-ce qu'il est utopique de penser que vous vous réunissiez avec l'ensemble des gens et que vous les convainquiez? Ça me paraît une évidence. Mais il faut savoir que la loi LME, dite loi de modernisation de l'économie,
dans le monde politique, ça a été aussi inversé, ça a été appelé la loi MEL, Michel-Édouard Leclerc. Oui. Voilà. Donc je peux vous dire que c'est un farouche opposant au détricotage de la loi de modernisation de l'économie. Sans commentaire. Ouais. Comme disaient les Italiens, silencio stampa, silence presse. Joker. Ça va, Jean-Baptiste Moreau, aujourd'hui, cette proposition, ce play plancher, c'est quand alors ça va venir quand? Il a donné rendez-vous à l'ensemble des filières dans 3 semaines, si je me souviens bien, pour travailler sur cette notion de prix plancher entre guillemets ou prix minimum garanti, et pour faire des propositions d'ici là sur comment concrètement on la met en place. Parce que là, il y a urgence quand même. Et après il faudra une proposition de loi, parce que ça peut passer que par une proposition de loi. Soit ça passe dans le projet de loi d'orientation agricole, soit il y aura un Egalim 4. Il y a 2 co-rapporteurs qui ont déjà été nommés de la majorité présidentielle pour travailler sur l'élaboration de ce mécanisme dans le vue d'une loi Egalim 4 qui serait votée avant l'été. Donc, oui, mais est-ce qu'elle sera respectée, cette loi Egalim 4? C'est le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit aussi respectée, parce que il faut qu'elle soit appliquée. C'est notre débat de tout à l'heure. Il ne s'agit pas de voter des lois. Maintenant, il faut les faire appliquer sur le terrain, et surtout qu'elles soient appliquées rapidement, parce que c'est vrai que c'est un peu le problème d'Egalim 1, et c'est ce que j'ai découvert dans mes 5 ans de mandat, c'est qu'une loi, avant le temps que vous la discutiez, qu'elle soit votée et définitivement promulguée, il se passe 2 ou 3 ans, et il y a encore des décrets de cette loi qui ont été publiés la semaine dernière, si vous voulez. Donc on est 6 ans après le début le vote de la loi. C'est un problème quand même, c'est un problème. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Nous sommes très heureux de vous avoir eu. Olivier d'Artigol et Jean-Baptiste Moreau, on va vous garder encore un petit peu. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain à 17h. J'en ai appris des choses. Là, il part manger, Philippe Bilger. Là, il va faire le tour des stands pour se sustenter. Au moins, mon dîner est fait. Et dans un instant, bien entendu, on reste chez Lidl et on reviendra sur tous ces contrats tripartites, sur la valorisation de la filière française et puis la réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture. On en parle dans un instant, à tout de suite.